toujours autant d'effervescence ici? Beaucoup moins qu'avant, mais c'est une place éternelle. C'est l'une des places les plus célèbres du Maghreb. La place Jemaa el-Fna, elle est au patrimoine mondial de l'humanité. Ça fourmille de marchands ambulants, d'acrobates, de musiciens également. Il y a beaucoup de bruit toujours. Et des conteurs. Quand j'étais petit, je m'arrêtais tous les jours autour d'une ronde du compteur. Ça me fascinait. Il y a même des charmeurs de serpents et des diseuses de bonne aventure. Est-ce que vous, on vous a déjà lu les lignes de la main? Toujours. C'est vrai? J'adore ça. Ah, et qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'a toujours dit que j'allais devenir riche et célèbre, que j'allais voir... Voilà, c'est comme ça finit toujours comme ça. Eh bien, ça finit bien alors, ça finit Ils te bien. mettent de bonne humeur. Bon, là-bas, ce qui domine, c'est la Koutoubia. C'est pas n'importe quelle mosquée, la Koutoubia. Les gens de Marrakech vivent de légendes. Si la ville est rouge, ils disent que le jour où on a planté la Koutoubia au cœur de la ville, elle a tellement saigné qu'il y a cette rouge un peu omniprésente. Voilà. Toutes les promenades de la Médina commencent ou finissent ici? Toutes, absolument toutes, c'est la porte de la Médina. Bonjour Maï Bin Bin. Bonjour. Vous êtes l'un des peintres les plus connus du Maroc. Vos œuvres sont exposées partout dans le monde. Vos romans sont traduits dans une dizaine de langues. Et nous, on a une chance inouïe puisque vous allez nous faire découvrir le Marrakech que vous aimez. On va débuter par le Jardin Majorelle. Avec le plus grand plaisir. Le Jardin Majorelle, l'un des endroits les plus visités de Marrakech. Une oasis, un refuge pour Yves Saint-Laurent. Il en fait l'acquisition en 1980 avec son fidèle compagnon Pierre Berger. L'ancien atelier villa du peintre Jacques Majorelle devient alors le berceau de la création du célèbre couturier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Quito, le patron ici. Mon ami Maï. Quel jardin absolument incroyable. C'était évidemment une source d'inspiration pour Yves Saint-Laurent, inépuisable. Il faut dire que c'est un jardin d'Éden. Ici, ça a été le choc de la couleur. D'abord, la couleur ocre de Marrakech. Et puis, dans ce jardin, bien sûr, c'est toutes les couleurs, toute la palette de Majorelle, dont le fameux bleu Majorelle. Toutes ces couleurs, Maï, pour le peintre que vous êtes, ça doit être intéressant. Mais oui, évidemment, pour Majorelle, il disait, j'ai lu ça, que ce parc est sa plus belle œuvre. Pierre Berger disait que Marrakech était l'endroit où Yves Saint-Laurent avait sans doute été le plus heureux. Être ici à Marrakech, pour lui, c'était la joie, le dépaysement, retrouver ses amis, se balader. Donc on peut vraiment dire que Paris, c'était le lieu de la réalisation, mais Marrakech était le lieu de la création, de l'inspiration. Absolument. Comme on sait, il a fait tous ses voyages imaginaires, l'Asie, la Chine, l'Espagne. Il n'y a jamais été. Il a fait ça dans sa chambre. Tous ses voyages, toutes ses créations ont été faites à Marrakech. Il y avait une évidence à construire ce musée Saint-Laurent juste à quelques mètres de ce jardin Majorelle. On va aller le visiter. On peut le visiter? Bien sûr, Bon. avec plaisir. Ça commence par ce modèle iconique, la célèbre oui. robe oui. Mondrian. Et bien sûr, ce musée Saint-Laurent, c'est pour faire découvrir le style Saint-Laurent. Comme Yves disait toujours, la mode, ça passe. Ce qui compte, c'est le style. Le fameux smoking. Voilà, on est accueilli par le smoking Saint-Laurent. Il a utilisé les vêtements de l'homme, mais il les a adaptés à la femme, tout en gardant leur féminité, mais pour leur donner, comme il disait toujours, la liberté, la force pour être elle-même. Oh, on a l'impression un peu d'entrer dans un temple. On vient du jardin Majorelle et là, on voit comment Yves a réinterprété le bougainvillier, sa couleur, dans une fameuse cape brodée, modèle emblématique. Après, on a l'Afrique rêvée, les motifs panthères. Dès les années 60, Yves Saint-Laurent s'est inspiré de l'esthétisme orientaliste pour créer quelques-uns de ses vêtements, comme celui-ci. Oui, alors celui-ci, c'est intéressant. C'est une blouse inspirée d'un tableau de Matisse. Mais finalement, on voit un vêtement totalement marocain. L'orientalisme, il l'a introduit dans tous ses modèles.
Maï, vous avez deux passions, l'écriture et la peinture. Vos œuvres sont exposées un peu partout dans le monde, notamment au Guggenheim, à New York. Dans vos toiles, il y a ces personnages identiques, toujours énigmatiques. On les sent suspendus dans l'air, enchevêtrés. Qu'est-ce qu'ils affrontent, ces personnages? Au Maroc, pendant 40 ans, nous avons vécu une période assez sombre, qu'on appelle les années de plomb. Donc, c'était pas commode de vivre dans ce pays du temps de Hassan II. Donc mon travail, on retrouve souvent l'enfermement, les êtres brisés, endoloris, etc. On retrouve ça aussi bien dans mes livres qu'en peinture. Bon, on parle d'abord de la peinture, on parlera des livres ensuite. D'accord. En peinture, quels sont vos matériaux de prédilection? Alors, je travaille beaucoup à base de cire d'abeille et de pigments naturels. Je vais chercher des pigments un peu partout. Là où je passe, j'achète des pigments, des terres, des ocres. Il y en a pas mal. Il y a des bleus ici à Marrakech assez exceptionnels. Le bleu qu'on appelle le bleu majorel. Et voilà. Donc, c'est la cire d'abeille et les pigments. Vous êtes aussi l'auteur d'une dizaine de romans. Le plus connu, c'est sans doute celui qui a été adapté à l'écran par Nabil Ayouch, Les Étoiles de Sidi Moumen. Au cinéma, ça s'appelle Les Chevaux de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette adaptation? Magnifique. C'est l'histoire, c'est 14 kamikazes qui sont sortis d'un bidonville qui s'appelle Sidi Moumen et qui ont fait un carnage dans Casablanca. 45 morts, 100 blessés graves. Je me suis rendu dans ce bidonville pour voir à quoi il ressemblait. Et là, je suis tombé sur une ville de 300 000 habitants qui vivaient dans des conditions assez effroyables. Et j'ai décidé d'écrire un livre pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait. Parce qu'on pensait qu'on était immunisés contre le terrorisme, mais non, c'est arrivé chez nous. Et ce sont nos enfants. Nabil Ayouch a su que j'écrivais ce livre et il a voulu l'adapter au cinéma. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur le fond du sujet, c'est-à-dire que ces enfants-là, qui ont tué des gens, qui ont fait des actes effroyables, sont plus des victimes que des monstres. S'il y a un monstre quelque part, c'est l'État qui laisse 300 000 personnes vivre dans des conditions effroyables. C'est cette mafia pseudo-religieuse qui a poussé sur ce fumier. Et c'est aussi cette bourgeoisie marocaine qui paye 200 € un salaire. Et voilà. هنا غتلقاو الطريق الصحيح وراحة البال بالصلاة. عشتي وخدمتي مع الفساق والزنادقة. هما المجرمين ماشي انت. Vous portez en vous le fait que l'avenir de ce pays passe forcément aussi par sa jeunesse, par l'éducation. Et vous avez créé une association en direction de cette jeunesse avec Nabil Ayouch, justement. Vous pouvez nous en dire deux mots? De quoi s'agit-il? Alors, pendant le tournage, Nabil Ayouch avait engagé les enfants du bidonville comme acteurs. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ces gosses après? Il m'a dit, je ne peux pas les adopter, il y en a 14. et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces gamins. Et on a remué ciel et terre et on a ouvert un premier centre culturel dans le bidonville. On a vendu des tableaux, on a mendié, on s'est débrouillé. Donc il y a un cinéma, une salle de musique, une salle de danse. C'est exceptionnel. Et là, on en ouvre 3 ou 4 autres. Votre dernier roman s'intitule Le Fou du Roi. Vous y racontez comment votre père, qui était bouffon du roi Hassan II, a renié son fils, votre frère. C'est une histoire shakespearienne. Quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité? Tout est réel dans ces livres. C'est l'histoire vraiment de ma famille. Mon père qui était donc courtisan, et mon frère qui a participé au coup d'État d'Eskhirat en 71, qui est rentré avec des armes. Ils ont tué, je ne sais pas combien des centaines de personnes. Hein. Et donc mon père était caché avec le roi dans des toilettes, je ne sais plus où. Et Votre père a choisi le roi contre son fils? Ben évidemment, mon père voyait mon frère comme un assassin. Et pour garder son job, il a renié son fils.
C'est une histoire aussi de pardon et de réconciliation. Ben oui, parce que moi j'avais cessé de voir mon père. Et quand mon frère sort de Tazmamart après 18 ans, Tazmamart, c'est un bagne où on a mis les gens sous terre, dans le noir, pendant 18 ans. Et donc, quand mon frère sort de Tazmamart, c'était une petite chose, un petit bonhomme, c'était un officier au départ de 1,80 m costaud, et on nous ramène une petite chose rabougrie, cassée en deux, un vieillard. Et la première chose qu'il trouve à me dire, tu m'emmènes voir papa. Je dis, c'est pas possible, je vais pas t'emmener voir ton père. Il m'a dit, tu m'emmènes voir papa. Et je l'ai emmené voir son père, qui est aussi le mien. Et quand ils se sont retrouvés, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et ils ont pleuré comme des enfants. Et mon frère m'a dit ces paroles, et je crois que le livre vient de ces paroles-là. Et il m'a dit... nous étions dans mon bâtiment, nous étions 29 détenus, il y a eu seulement 4 survivants. Et ceux qui ont survécu sont ceux qui n'avaient pas de haine à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que la haine, quand tu la portes en toi, elle commence d'abord par te détruire toi, si jamais elle touche l'autre. Aujourd'hui, les histoires que vous racontez dans vos livres, est-ce qu'elles ont pris le pas sur celles que vous couchez sur la toile? Où est-ce que vous situez votre équilibre? C'est-à-dire, quand j'ai passé la matinée à écrire sur un sujet, j'arrive dans mon atelier et j'ai encore les personnages. Quand j'écris Cannibale sur l'immigration clandestine, j'arrive dans mon atelier et c'est des pateras, ces barques avec des gens dessus, etc. Voilà, l'un peut se nourrir de l'autre. C'est 2 ans après Yves Saint-Laurent qu'un autre poète tombe amoureux de Marrakech. Serge Lutens n'a que 26 ans lorsqu'il découvre la ville ocre. Il est alors créateur de maquillage pour la Maison Dior à Paris. Celui qui deviendra par la suite photographe, cinéaste et bien sûr parfumeur, a un coup de foudre pour un riad dans la Médina, dont il nous ouvre aujourd'hui les portes. Monsieur Lutens, ce riad, c'est une demeure somptueuse dont vous avez fait l'acquisition il y a 43 ans, je crois. Et au départ, vous deviez faire un an de travaux. Les travaux se sont éternisés jusqu'à aujourd'hui et vous n'y avez jamais habité. Pourquoi? Non, parce que mes maisons me jettent dehors. Elles me foutent dehors. Chaque fois, je fais quelque chose dans l'optique de quitter, d'agrandir. Et chaque fois que c'est fini, le problème, c'est que je me laisse entraîner par une sorte de machine. Il faut que ça continue, et au fond, elles sont jamais vraiment terminées. Et quand elles sont finies, je dis non, c'est pas pour moi, je peux pas y habiter. Vous avez passé votre vie à sublimer la femme avec vos créations et pas seulement de parfums. Or, j'ai le sentiment que votre univers, à vous, c'est davantage le noir, le secret, le mystère. Comment est-ce que vous expliquez ce jeu d'ombre et de lumière? Vers 16 ans, je me suis habillé de noir. C'était en même temps comme une sorte d'armure qui m'isolait, qui me permettait d'affirmer quelque chose dans cette timidité terrible qui était la mienne. Puis très vite, j'ai été accompagné de mes modèles qui étaient mes doubles, en fait. Je les habillais, je les coiffais, je les préparais, je faisais leurs photographies. Dès le départ, vous avez eu une passion pour la femme. C'était plus que ça, c'était une fusion. C'est aussi, si vous voulez, mon histoire, elle est aussi très compliquée, parce que je nais en 42. Je suis un garçon adultérin. Je pense que toute ma vie, ça a été, même cette maison, quelque part, sans que je le sache, c'est la réparation d'une faute. Avec un parfum, qu'est-ce qu'elle dit, une femme? Elle se dit à la première personne. Elle parle d'elle. D'un point de vue olfactif, qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Toutes les odeurs du monde. Vous avez vu ces monts d'épices, de cumin, ces couleurs aussi extraordinaires. Ça crée quelque chose d'incroyable. Et on est lié, et c'est partout. C'est olfactif, c'est gustatif. On mange, on le sent. C'est sur les peaux, c'est dans les peaux. Et dans tous les riads,
aussi petit soit-il, il y avait toujours une petite fontaine, un citronnier ou voilà, donc on a vécu au milieu des odeurs. Oui. Vous savez, le premier parfumeur, c'est le vent, les fleuves, la pluie, les pollens. Maïs, c'est déjà l'heure de se quitter et tu as tenu à ce qu'on se quitte dans ce jardin des arts parce qu'il est particulier ce jardin. J'ai voulu offrir un jardin à la ville. Donc j'ai rassemblé 22 artistes pour créer des œuvres. Et on a fait ce jardin qui, à l'époque, était une espèce de coupe-gorge. On ne pouvait pas y passer la nuit. Et là, maintenant, il y a des bancs, il y a des amoureux, il y a des œuvres. Au départ, on avait peur que les gens les vandalisent. Ben non, personne n'y touche. Les gens, ils ont appris à aimer les belles choses. Merci Maïm, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe. Vachement sympa.